20h sur la télévision Futur Média, à l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Lutte contre l'insécurité routière, l'UNAPAS, le REVAS et l'association des vulcanisateurs main dans la main pour un dépannage gratuit des véhicules en route pour la ville sainte. Les détails, c'est au cours de cette édition. À 3 jours du Grand Magal de Touba, le Pak Lambaye déserté. Ses pensionnaires sont dans les préparatifs et sur place, c'est plus ou moins le calme plat. Nos reporters y ont fait un tour pour faire le point. Avec un revirement à 180 degrés, le volte-face de Fatoumata Ndiaye, présidente du mouvement Fouta Tampi, relance le débat autour de la sincérité de l'engagement citoyen. Dans ce journal, 2 points de vue, celui de Maodo Malick Mbaye et de Pendembo sur la question. Votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction consacrée au fondateur du mouridisme, le Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba, entre vécu collectif et trajectoire individuelle. C'est l'intitulé de l'ouvrage d'Alioune Ndiaye. Ibou Diouf, notre rubricaire littéraire maison, l'a parcouru pour vous. Afro-basket féminin, le Sénégal qualifié en demi-finale après sa victoire face au Mozambique. Prochain challenge pour les Lions, défaire le Nigeria. Le match est prévu ce vendredi. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec ces mesures de précaution prises par un ensemble d'organisations pour lutter contre l'insécurité routière. Il s'agit entre autres de l'UNAPAS, du REVAS ou encore de l'association des vulcanisateurs du Sénégal. Alors objectif, proposer un dépannage gratuit aux véhicules sur la route de Touba. Le reportage est signé à Buffet Diafaraba. Le pneu est un élément déterminant dans la structure du véhicule. Les spécialistes sont conscients de son importance et veulent partager leur savoir-faire. Le Magal de Touba, qui nécessite un voyage, est un prétexte pour s'investir. Pneu boo xam ne da nga koy dawal fii nii boo jàppee ne ni nga koy dawalee biir Ndakaaru wala ni nga koy dawalee ci yeneen région ya mun nga ko dawalee ci longo voyage dem ba Touba aussi loolu mun na indi jëy. Vérifier les pneus parce que les pneus ce sont les seuls éléments d'un véhicule qui prend contact avec la route. Donc d'abord vérifier l'état des pneus et aussi voir exactement les éléments, l'entretien et les pièces d'usure qui doivent être fréquemment. De le revoir s'il a été bien fait. Le minimum de sortes de pneus à utiliser selon les périodes. C'est-à-dire qu'en période d'hivernage, tu dois avoir des pneus qui sont adaptés à l'hivernage, à l'humidité. Le regroupement des vrais artisans du Sénégal depuis 2010 s'active dans le dépannage des véhicules sur la route de Touba. Cette année, 17 stations sont mises en place pour éviter les accidents. Les pannes sur la route, raison pour laquelle nous faisons la prévention pour assurer la sécurité des pèlerins, pour qu'ils aillent à Touba, aller et retour sans problème. C'est ça que nous souhaitons. C'est pour cela que nous faisons la prévention, pour regarder tous les véhicules et assurer les pèlerins pour qu'ils aillent à Touba sans problème, sans accident, sans panne. C'est le main-d'œuvre qui est gratuit, mais les matériels qu'on doit acheter pour les véhicules, c'est le propriétaire qui l'achète. Roulez doucement. La vitesse tue. En route vers le Grand Magal de Touba, les automobilistes s'empressent pour rallier la ville sainte. Seul hic, l'insécurité routière, les accidents de la route causent chaque année des pertes en vies humaines. Pour limiter les dégâts, beaucoup d'organisations volent au chevet des voyageurs pour minimiser le pire. À 3 jours du Grand Magal de Touba, le Pak Lambaye, situé à proximité du marché mythique de Sandaga, se vide peu à peu de ses occupants. Les commerçants qui s'y activent sont déjà en route pour la ville sainte ou s'apprêtent à s'y rendre. Sur place, les activités tournent au ralenti. C'est le constat fait par nos reporters Mamadou Fall et Mohamed Dian. Pak Lambaye, fief des commerçants appartenant à la communauté mouride. Ici, l'heure est au préparatif du Magal. Tout est bien organisé. Nous nous sommes bien organisés. Chacun participe pour la préparation du Magal. Nous sommes prêts. Nous avons une caisse Magal. Chacun cotise. Après, on achète tout ce qu'on voudra. Donc, pour un bon Magal. Ces commerçants sont les symboles du secteur informel. Plusieurs d'entre eux sont déjà à Touba. L'objectif,
faire un bon magal. Certains sont déjà à Touba, d'autres attendent juste quelques jours pour partir. Nous avons tout prévu. Le parc est en ce moment presque vide. Peu de commerçants sont ici. Pakalambaye est souvent vide dans cette période de Magal. Nombreux sont les talibés qui désertent leur lieu de commerce pour fêter Bamba, une fête qui ralentit en quelques jours le commerce dans le secteur informel. La santé renforcée à Touba avec un budget de 60 millions. La pharmacie nationale d'approvisionnement met à disposition de la ville du Cher des lots de médicaments. Les kits seront acheminés par un camion qui sillonnera ainsi la ville sainte pour les distribuer à des points bien définis. Les précisions, c'est avec Dr Mahmadan Lo, le directeur de la pharmacie régionale. Il est au micro de Babacar Diouf. Durant la période du Magal. Ce dispositif comprend 180 points de prestation de soins avec un budget en médicaments de 60 millions que nous ce qu'on a appelé la PRA Mobile Magal. C'est-à-dire c'est un camion frigorifique dans lequel on a aménagé un espace avec toutes les commodités que requiert la conservation des médicaments. Et ce camion est chargé de médicaments et prêt à répondre aux sollicitations en cas de besoin sur place à Touba. Parce que durant l'événement, les déplacements sont extrêmement difficiles entre Touba et Diourbel. Nous tenons vraiment à rassurer tout le monde parce qu'actuellement, il n'y a aucune rupture de médicaments qui est en mesure d'entraver la bonne marche du dispositif sanitaire. On a un bon stock de médicaments. Les médicaments, la disponibilité s'apprécie à travers ce qu'on appelle les traceurs. Et actuellement, ce qu'on avait défini comme médicaments traceurs, on a une disponibilité de 100% sur les médicaments traceurs. Et 18 Safar oblige notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction s'intéresse à l'histoire du mouridisme. Le titre, le Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba, entre vécu collectif et trajectoire individuelle. L'ouvrage est signé Alioune Ndiaye et l'auteur veut à travers ses recherches universitaires insister sur le passage du Cheikh dans le Jolof, un passage qui, selon lui, a jusque-là été omis par beaucoup de chercheurs. Les notes de lecture sont toujours signées Ibou Diouf. Une production intellectuelle et littéraire supplémentaire qui met l'accent sur la trajectoire de Cheikh Ahmadou Bamba dans le Jolof, sans oublier aussi son passage à Mbacké Bari et à Thiéyène. Oui, souvent les gens s'intéressent à la trajectoire du Cheikh. Souvent aussi les gens parlent de la Mouridia, mais une grande partie s'est jouée au niveau du Jolof. D'abord quand le Cheikh s'est installé au niveau du Baol, au niveau de Touba, qu'on pouvait en fait considérer à l'époque comme une sorte de no man's land parce que Touba était un peu en marge des royaumes du Baol, du Sine, du Kayor, du Ndiambour et du Waalo, mais il est venu au niveau du Jolof. C'est à partir de ce moment-là que les gens, surtout l'autorité coloniale, l'aspectaient parce que l'autorité coloniale n'avait pas encore dominé le Jolof qui se trouvait à l'intérieur du pays. L'auteur a beaucoup insisté sur le retour du Cheikh au Sénégal de son passage en Mauritanie de 1903 à 1907 avant de retourner dans le Jolof jusqu'en 1912. C'est notre mémoire que nous devons véritablement préserver et il y avait aussi la volonté de l'autorité coloniale et beaucoup de gens de gommer ces aspérités. Pour beaucoup, le passage du Cheikh, ils veulent négliger ça, surtout l'étape de Thiéyène. Le présent ouvrage traite d'un point important de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba dans le Jolof, un passage peu exploré par les chercheurs. Oui, c'est un essai, parce que j'ai eu à rencontrer l'association des écrivains du Sénégal, et avec l'association des écrivains du Sénégal, il y a ce qu'on appelle le PEN. Le PEN, c'est un peu les poétistes, les essayistes et les nouvellistes. Et avec Djibril Diallo Falémé, j'ai l'habitude de dire qu'il a caractérisé le livre. Moi, je suis dans la catégorie des essayistes. Un essai fruit de travaux universitaires qui ont permis à Alioune Ndiaye de beaucoup solliciter les dépôts en mémoire. C'est un travail de recherche d'historien, c'est un travail scientifique. Et c'était sous véritablement l'autorité de Boubacar Bari. Et je l'ai soutenu devant un jury avec des professeurs connus tels que Feu Mbaye Gueye. Le Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire individuelle, un livre qui a permis à l'auteur de partager les fruits de ses recherches sur cette étape
importante de l'histoire du mouridisme. Et puis à présent, ce communiqué, sachez que le président de la République a pris ce 20 septembre 2021 le décret 2021-1203 par lequel il déclare la journée du lundi 27 septembre 2021 pont et férié. Le président de la République met de la sorte en vigueur l'article 8 du décret numéro 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale du 1er mai et celui des autres fêtes légales. Cet article confère au président de la République la prérogative de déclarer par décret, pont et férié, une journée ne figurant pas dans la liste des fêtes légales, à condition que cette journée soit comprise entre une fête légale et un dimanche ou, à tout le moins, accolée à une fête légale. Voilà donc un communiqué fait à Dakar par le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité autour du Magal, en tout cas dans notre édition. Le reste, vous retrouverez ça bien entendu tout à l'heure avec mes collègues qui se trouvent dans la ville sainte. Ce sera donc tout à l'heure dans le journal du Magal. Nous poursuivons cette édition avec Wari, la société jadis leader dans le transfert d'argent, actuellement dans une zone de turbulence. Ils sont pas moins de 2800 prestataires à courir derrière une grosse somme de 2 milliards que leur doit Kabiru Mbodj, le patron de la société. Regroupés au sein d'un collectif, eh bien, ces agents comptent saisir toutes les institutions financières que sont la Banque centrale, le ministère des Finances ou encore même les tribunaux français pour recouvrir leur argent. Les précisions, c'est dans ce reportage, il est signé Fatou Bintou Conté. Plus de 2800 prestataires de services de Wari courent derrière la somme de 2 milliards que leur doit Kabiru Mbodj. Ce jeudi, regroupés en collectif, ils ont déposé une plainte devant le procureur de la République. Ceci consiste la deuxième phase de notre plan d'action. Parce que comme première phase de notre plan d'action, nous devions déjà rencontrer la direction de Wari. Ça, nous l'avons fait, mais sans succès parce que la direction de Wari ne veut ni recevoir nos courriers. Également, la direction de Wari ne veut pas également nous recevoir. Ces prestataires comptent saisir aussi la Banque centrale, la BCEAO, le ministère des Finances, mais aussi l'UEMOA pour recouvrir leur argent. Il y a pas mal de violations au niveau des conditions que Wari avait fixées. Autre chose également, raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui, par rapport à notre plan d'action, de saisir le procureur de la République. Après, comme autre plan d'action, on va saisir la BCEAO, saisir le ministère en charge des Finances et saisir également l'UEMOA. L'ambassade de France sera aussi interpellée car, selon ses prestataires, ce sont les tribunaux français qui seront compétents pour régler ces différends avec Wari en cas de problème. Nous avons vu que Wari a un agrément délivré par la Banque de France. Et cet agrément est délivré par l'autorité de contrôle prudentiel de régulation de la Banque de France sous le code CIB 16118. Autre chose également, Wari est immatriculé au niveau du Togo. Wari n'est pas immatriculé au Sénégal. Les prestataires réclament aussi des préjudices que leur a fait subir Wari durant ces 2 ans. Je vais l'annoncer en titre à la une de l'actualité politique. Le virement à 180 degrés de Fatoumata Ndiaye, présidente du mouvement Fouta Tampi. Une attitude analysée à la fois par le responsable politique Maodo Malick Mbaye, mais aussi par l'historienne Penda Mbow. Et si le premier pense qu'un volte-face motivé par des raisons pécuniaires est une insulte aux militants apéristes de première heure, l'historienne Penda Mbow, elle, pense qu'un vrai engagement citoyen doit s'inscrire dans la réflexion, mais aussi dans l'action, et tous deux se sont exprimés dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. C'est un constat de Maodo Malick Mbaye. Le Sénégal, à y voir de près, est le seul pays au monde où on s'invente, on devient activiste du jour au lendemain, activiste, opposant de taille, membre écouté de la société civile, par le seul fait d'attaquer à outrance le régime en place, de jeter l'opprobre sur les institutions de la République, de s'attaquer au président de la République en place. Il n'y en a pas deux. Et je pense que pour ça, la responsabilité des réseaux sociaux est totalement engagée, mais ce que nous devons voir, c'est la responsabilité et la position des médias dans ce qui se passe.
présidente du mouvement citoyen, Penda Mbow a eu un parcours exceptionnel. Elle dit n'avoir jamais été insensible à l'injustice. Pour elle, l'engagement citoyen inclut deux choses, la réflexion et l'action. Et ça, je pense que c'est fondamental quand on s'engage. Pour moi, mon engagement était un engagement à la fois réflexion et action. Par exemple, quand dans les années 80, j'avais mené le grand débat sur les castes. Vous pouvez trouver le texte sur Internet. Pour moi, c'était un débat extrêmement important pour la démocratie sénégalaise. Et jusqu'au jour où je vous parle, le document est un document de référence pour tous ceux qui luttent contre la discrimination. Très critique à l'endroit du président Sall lors de sa tournée au Fouta, le changement de fusil d'épaule de Fatoumata Ndiaye a surpris plus d'un. Elle aurait reçu, selon des informations, des privilèges de la part des responsables du régime en place. Je n'y crois pas. Et tout le mal que je souhaite, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Parce que cela aurait été également une prime d'insulte à la loyauté, à l'engagement précoce, au dévouement de ces centaines, de ces milliers de femmes, surtout dévouées, engagées et disciplinées dans les rangs de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Je pense qu'il y a deux possibilités dans cette affaire. Ou bien son retournement était programmé depuis le début, qu'elle-même, elle ne sait pas où elle était d'accord, ou bien, comme je dis, elle n'était pas préparée à jouer et à assumer son rôle. Parce qu'aussi, il faut un minimum d'encadrement. Penda Mbow définit l'engagement citoyen comme une disponibilité pour sa société du bénévolat, se mettre au service des autres avec foi, abnégation et générosité. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Le secteur des hydrocarbures va bénéficier d'une convention collective. Elle concerne spécifiquement les transporteurs d'hydrocarbures et dans le texte des avantages considérables. Le Conseil exécutif national du syndicat des travailleurs du gaz et du pétrole s'est réuni pour désigner le secrétaire général par intérim du syndicat. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Younous Diatta. C'est une nouveauté dans le secteur des transports d'hydrocarbures. À partir du 1er octobre 2021, une nouvelle convention collective devrait régir les acteurs de ce secteur. On a eu la prouesse de pouvoir les extirper de ce conglomérat justement de conventions. Ils ont une convention spécifique, transport, sous-secteur transport hydrocarbures, qui a les mêmes avantages que la convention du secteur du pétrole. Une convention collective, des avantages pour les transporteurs d'hydrocarbures longtemps confrontés à des difficultés. Comme avantage, l'indemnité de logement, il y a une indemnité retraite bénévole pétrole qui n'existe nulle part ailleurs. Donc pour vous dire que cela change complètement de l'existant. Ils ont une convention et vous verrez à l'application d'ailleurs, si Dieu nous prête vie, à la signature le premier, on applique à les textes et ils verront eux que c'est totalement différent de ce qui existait. Une longue bataille aujourd'hui gagnée. D'ailleurs, elle avait retardé la tenue du congrès du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Nous avons également proposé au comité exécutif national, l'instance compétente entre deux congrès, d'entériner de façon formelle et officielle l'intérim que le secrétaire général Sarah Konaré assure. Le camarade Sarah Konaré, secrétaire général adjoint élu au Congrès, assure jusqu'au prochain Congrès la direction du syndicat et a pouvoir de signature avec les deux trésoriers qui ont été du coup confirmés au cours de cette rencontre. Avec la tenue de cette rencontre, le Conseil exécutif national valide ainsi la nouvelle équipe. Sarah Konaré remplace ainsi Abdourahmane Sissoko. Il assure l'intérim du secrétariat national du syndicat du pétrole et du gaz jusqu'à l'organisation du congrès. 7 points au menu des discussions ce jeudi au niveau de l'hôtel de ville de Dakar à l'occasion de la première réunion du conseil municipal convoqué par le maire de la capitale, Soham Wardini. Les détails sont d'ailleurs expliqués par Madame le maire elle-même et c'est au micro de Marcel Farba Maroun. 3 points sur les conventions avec la coopération décentralisée ont déjà été adoptés, votés à l'unanimité. Donc ce qui nous reste à examiner en intercommission,
c'est le compte administratif, l'autorisation spéciale de recettes et de dépenses et les orientations pour l'année 2022. Bon, c'est des conventions dans le domaine du sport, les deux, avec Paris et avec Grand Paris Sud, une coopération décentralisée qui va nous amener vers les grands événements sportifs, notamment les JO 2026, et ensuite des collaborations avec Grand Paris Sud pour effectivement animer et peut-être détecter même des talents en vue des JO de 2026. Et pour la troisième, évidemment, c'est pour la protection de l'enfance. C'est pourquoi nous avons donc essayé de trouver une convention avec l'UNICEF en vue de construire une maison de l'enfant à Dakar et particulièrement dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Loi sur l'avortement médicalisé, l'association des juristes sénégalaises se prononce et selon elle, le Sénégal doit appliquer le protocole de Maputo en cas de viol ou d'inceste, réunis autour d'un panel pour discuter des questions de parité aux prochaines élections locales. La JS précise que la question de l'avortement médicalisé n'est en rien un combat contre les préceptes religieux. Nous écoutons à ce propos Abi Diallo, présidente de la JS, au micro de Lisa Prera. On n'a pas dit un avortement tout azimut. Le texte de Maputo a dit, la convention de Maputo, que le Sénégal a signé, a ratifié sans réserve. Et rien ne l'obligeait à ratifier sans réserve. Il pouvait tenir compte de son opinion publique nationale, tenir compte de ses réalités socio-culturelles, faire une ratification avec réserve. Il ne l'a pas fait, il a signé. Nous, en tant que juristes, le principe, c'est de respecter une loi, une convention qu'on a signée et ratifiée. Ce qui veut dire que vous êtes contre? Nous sommes contre qui? L'avortement médicalisé. Nous ne sommes pas contre l'avortement médicalisé. Comment pourrait-on être l'avortement? On a dit qu'on prend l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Il ne faudrait pas que les gens raccourcissent le concept et ce qu'on a dit. On a dit en cas d'inceste et de viol. Et ça, on l'a dit, c'est basé sur des raisons bien déterminées, des raisons objectives que nous avons constatées et que nous constatons toujours dans notre pays. L'inceste et le viol de mineurs, ça c'est quelque chose que tout le monde vit au Sénégal et les conséquences également sont vécues par tout le monde. Mais face aux religions. Nous quittons Dakar pour la région de Fatick qui étrenne sa première usine de transformation de sel. En visite dans la région, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rencontré les acteurs de la filière, des acteurs qui se réjouissent de l'ouverture de cette infrastructure dont la capacité de production est estimée dans un premier temps à 150 000 tonnes. Abdou Karim Fofana pense que cette filière menée à bon escient peut contribuer à la croissance économique du Sénégal. C'est un reportage signé Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. C'est une aubaine pour les milliers de producteurs de sel des régions de Fatick et de Kaolack. Ils ont beaucoup souffert ces dernières années d'une mévente de leur production. Une entreprise de raffinage du sel est implantée dans la région. L'usine compte acheter par an 150 000 tonnes de sel chez les producteurs et ses activités démarrent sous peu. Sel d'Afrique est une industrie de transformation de sel de 150 000 tonnes à l'année. Nous avons une usine ici qui, quand elle va fonctionner à plein régime, aura 200 personnes. Nous avons 200 emplois directs qui sont faits dans la région et dans la ville. Nous avons aussi une deuxième chose, c'est que nous avons de l'emploi indirect. Nos économistes ont fait un peu les études pour dire que les emplois indirects, quand nous produisons les 145 000 tonnes, c'est 14 000 personnes. C'est 14 000 personnes. C'est important. Le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent a visité des sites de production avant de se rendre à cette usine. Il salue l'initiative. Selon Abdou Karim Fofana, la filière peut contribuer davantage à la croissance économique du Sénégal, si bien sûr elle est accompagnée. La transformation structurelle de l'économie passe par la dynamisation de beaucoup de filières à haute valeur ajoutée. Nous sommes venus constater voir ce qui se fait dans la région et voir aussi ce qu'on peut apporter pour que le Sénégal tire davantage de valeur ajoutée économique et sociale sur cette filière porteuse. Et pour cela, il faut que l'État apporte tout ce soutien qui permettront à la région de Fatick de pouvoir compter sur la carte mondiale du sel. Cet ouvrage qui va enjamber le fleuve Sine avec le pont de Foundiougne qui va permettre d'avoir la Gambie ou d'autres zones encore plus accessibles. Comme notre mission, c'est de faire le suivi des grands projets structurants pour le Sénégal
horizon 2035, le sel est un secteur qui peut permettre au Sénégal de transformer structurellement son économie. L'usine de raffinage du sel va également réduire le chômage dans la région de Fatick. Plus de 200 emplois directs sont annoncés. Une implication plus profonde des femmes dans le processus de paix, c'est ce que recherche le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Pour son entrée en matière, les femmes qui appartiennent à la structure vont rencontrer prochainement les chefs de junte de la Guinée-Conakry, mais aussi du Mali. Diago Ndiaye est présidente du réseau. Elle est au micro de Boubacar Diassi. Donc, vous avez vu récemment ce qui s'est passé en Guinée. Auparavant, il y a eu le Mali. Ils sont en période de transition. En Guinée, le processus de transition n'est pas encore terminé. Et on oublie le Tchad, qui est un pays du Sahel. Nous avons fait une mission au Tchad avec les Nations Unies, le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité, pour lancer un appel, pour faire le plaidoyer, pour que les femmes ne soient pas oubliées dans ces transitions, pour qu'elles soient dans les centres de décision, pour qu'elles prennent part à ces actions importantes. Ce que nous avons fait au Tchad, nous irons le faire au Mali et nous irons le faire en Guinée. Il y a une équipe qui se prépare. C'est-à-dire il faut mettre en place de nouvelles stratégies qui impliquent directement et efficacement et d'une façon inclusive toutes les femmes. Il n'y a pas que les femmes qui vivent dans les territoires en conflit. Hors de chez nous, vous le savez, le 16 septembre dernier, sur les ondes d'une radio française, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, réagissait à une éventuelle coopération entre le Mali et le groupe paramilitaire russe Wagner. Pour le chef de la diplomatie française, eh bien, la présence de mercenaires au Mali est incompatible avec la présence internationale européenne. Mais qui est le groupe Wagner et surtout pourquoi suscite-t-il autant d'inquiétudes? Élément de réponse avec ce récit, il est signé Marcel Farba Maroun. Le groupe paramilitaire russe Wagner ou PMC Wagner est connu depuis 2014 après son implication dans le conflit en Ukraine puis dans celui de 2015 en Syrie dans le sillage de l'armée russe. Il s'agit d'une société de mercenaires russes créée par un ancien officier des renseignements militaires russes, Dmitri Utkin. Décrit comme un instrument géopolitique au service de Moscou, Wagner n'existe cependant pas officiellement en Russie où les sociétés privées militaires y sont interdites. Selon le président russe Vladimir Poutine, cité par l'Institut Open Diplomacy en 2012, une corporation d'entreprises militaires privées serait un outil efficace pour réaliser les objectifs nationaux, sans faire appel à la participation directe de l'État russe. En Afrique, le groupe Wagner a été déployé pour la première fois en 2018 en Centrafrique. Il devait y intervenir dans le cadre d'un accord de coopération militaire qui permet à Moscou de bénéficier de concessions minières en échange de ses services. Dans le même temps, le groupe opère en Libye, mais aussi au Soudan ou encore au Mozambique. Si des pays d'Afrique subsaharienne ont souvent fait appel à des sociétés militaires privées, selon un centre de recherche en Belgique, la présence et le rôle du groupe Wagner n'a pas de cadre juridique. Aussi, des interrogations se multiplient depuis juillet 2018, période durant laquelle 3 journalistes russes qui ont tenté d'enquêter sur les activités de Wagner en Centrafrique sont décédés dans des conditions mystérieuses. Depuis, aucune enquête sérieuse n'a été menée. Enfin, et toujours, en Centrafrique, l'Organisation des Nations Unies a dénoncé de graves violations des droits de l'homme à travers des rapports. Celles-ci impliqueraient des sociétés militaires privées russes. Allez, le sport, avant de clore cette édition et de retrouver la team Magal à Touba. On démarre le sport avec l'Afrobasket féminin 2021. Le Sénégal a écrasé le Mozambique sur un score de 74-46. Un succès qui s'est dessiné dès l'entame du match pour les Lions qui vont désormais défier ou tenter de défier les Nigérianes en demi-finale. Ce sera ce vendredi. Le reportage, il est signé Chersadi Boudjara. Le Sénégal dans le dernier carré de l'Afrobasket 2021. Une qualification obtenue facilement devant le Mozambique, 74-46. Les Lions, motivés et revanchards, ont pris par le bon bout la rencontre sous l'impulsion de la vieille garde, Bintou Djemé, Mammarissi, 27 points à leur compteur. Une avance gardée et même corsée en seconde période face à des Mozambicaines qui ont souffert de l'enchaînement des matchs. On est ici avec beaucoup d'humilité, on respecte les consignes du coach, l'état d'esprit de mes coéquipières aujourd'hui parce qu'en fait, se faisait déborder, il y avait l'aide qui arrivait et ça c'est un petit plus en fait, c'est un petit plus parce qu'on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Le Nigeria tenant du titre est l'adversaire en demi-finale.
Un choc, un statut d'outsider qui n'ébranle pas le Sénégal. On a de l'expérience, on a aussi de la fougue, voilà, de la dimension athlétique et physique. Pour moi, c'est une joueuse importante, donc c'est une équipe qui est différente. Je pense que c'est équilibré. On verra quand la balle sera lancée au milieu, à l'entre-deux. On verra comment se déroulera le match, mais en tout cas, comme je dis une fois de plus, on va y mettre les intentions. Sénégal-Nigeria, une finale avant la lettre, programmée ce vendredi à 19h. Pour les Lions, un succès va assurer l'objectif de départ, le podium. Nous restons sur les parquets pour parler de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal qui va défier donc celle du Nigeria en demi-finale ce vendredi. Pour Ousmane Diallo, l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar qui compte 3 joueuses, eh bien, le salut des Lions va passer par une défense rigoureuse. Ibrahima Kane pour les détails. Un gros obstacle se dresse devant le Sénégal pour atteindre la finale de l'Afro-Basket féminin 2021. Le Nigeria, double tenant du titre et l'adversaire en demi-finale, une équipe pas imbattable toutefois. La clé du match pour les Lions passera par une rigueur en attaque, mais également en défense. Le Nigeria est jouable, bien que c'est une très bonne équipe, il faut du respect à l'adversaire. Maintenant, le Sénégal a montré une très bonne prestation du début du tournoi à ce jour, avec une très bonne défense, et beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Franc et bien défendre et éviter certaines fautes inutiles. Je pense que tout est possible. Il faut prier pour l'équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunesse. Je pense qu'il faut les encourager, il faut être patient. Le Sénégal, auteur d'un pas. C'est leur première compétition, c'est leur première Coupe d'Afrique, mais je pense qu'elles arrivent à jouer sans... Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Elle se poursuit également à Touba. Vous allez retrouver donc la team de côté de l'information en tout cas avec Fatidien, Pape Djibril Fall et les autres. D'ailleurs, voilà, Fatidien que vous voyez donc sur ces images prêtes à vous livrer des informations. Restez donc connectés sur la TFM pour la suite. Merci.